Bonjour à tous et bienvenue sur notre balado Les Voix de la transformation. Aujourd'hui, dernier épisode avec notre invité chercheur Jean-Sébastien Dessureau. On ouvre la porte vers le futur de l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas encore écouté les 2 derniers épisodes avec cet invité, ceux-ci sont disponibles sur toutes nos plateformes. Donc, après avoir vu les différents outils d'intelligence artificielle avec leur utilisation et leurs différents enjeux, aujourd'hui, on voit les perspectives d'une IA plus générale. Qu'est-ce qu'on entend par une IA plus générale? C'est qu'au-delà du raisonnement, on parle d'une intelligence artificielle qui serait dotée d'une conscience et d'un sens de l'éthique. Avant de se lancer, on vous invite à vous abonner à notre chaîne sur LinkedIn, sur Spotify, sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme audio. On vous souhaite une très bonne écoute. Nous sommes encore aujourd'hui avec Jean-Sébastien Dessureau, chercheur et professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières sur l'intelligence artificielle. Dernière chance de discuter avec toi aujourd'hui, puis on ouvre vraiment la porte au futur de l'intelligence artificielle. On veut couvrir un peu le fait qu'on en entend parler depuis des années. Depuis les dernières années, ça a énormément changé. Puis, ce que tu sembles sous-entendre, c'est que dans les prochaines années, ça va encore plus changer et à vitesse grand V. C'est quoi l'impact de cette croissance à grande vitesse de l'intelligence artificielle? On ne le sait pas encore. C'est ça l'idée. On n'a pas de boule de cristal, mais on peut quand même anticiper. En tout cas, au moins, on peut anticiper une fourchette de possibilités. Mm-hmm. Et donc, là, ce qu'on va parler là, je dirais, de 5 ans, j'en aurais pas parlé tant que ça publiquement parce que c'est des trucs très hypothétiques. Entre nous, on pouvait parler autour d'un verre de bière, mais que ces scénarios-là, de là aller en parler publiquement, il y a une marge. Et là, par contre, avec l'avènement des grands modèles de langage et de l'intelligence artificielle agentique, ça devient quand même un peu notre devoir de commencer à dire aux gens « Hey, attention, là, c'est plus de la science-fiction. Là. En fait, ça devient possible à tout le moins. Puis à tout le moins, il faut l'envisager. Et quand je ne suis pas en train de dire que tout ça va arriver, mais il y a des choses qui risquent d'arriver. Donc, la première, peut-être, qui risque de frapper avant longtemps, c'est la robotique. Donc, la robotique, bien sûr, je ne parle pas de la robotique industrielle et tout ça qui est là depuis longtemps, mais la robotique un peu plus sociale et utile pour l'humain, donc les robots qui vont intégrer nos vies. Donc, je me fais dire depuis longtemps, « Ouais, ton robot, il fait-tu le ménage? » Mais là, ça s'en vient pour vrai. Ça s'en vient pour vrai. Oui. Celle-là, j'ai hâte. Oui, exactement. J'ai hâte, mais avec un grain de sel, là, dans le sens... On dirait que moi, j'entends robot dans notre vie courante, puis je vois juste le film, là, I Am a Robot. iRobot. iRobot, oui. Ça a l'air merveilleux quand le film commence, mais après ça, t'es comme, hey, you know what, je suis plus sûre, là. Là, il y a des scénarios, il y a différents scénarios, puis je dirais qu'en général, Hollywood, ils vont créer des oui, c'est l'effet wow, là. Oui, c'est ça. Là, Terminator et ainsi de suite. Oh, oui. Mais sinon, puis en passant, on parlait de, ça revient à l'IA agentique, là, mais le scénario... un peu réaliste, mais quand même un peu dystopique, si on parle du film Elle, ou Her en anglais, qui est très, très bon, qui est quand même une belle source de réflexion. Là, il y a plusieurs trucs. Donc, le film a sorti peut-être il y a 10 ou 15 ans, mais il y a quand même plusieurs aspects qui se réalisent, là, dont un qu'on a parlé au dernier épisode, là, ou au premier, je ne me rappelle plus, là, le fameux site Rent a Human où les humains sont en partie, sur une base volontaire, deviennent... donc, ils appliquent pour rendre service à des robots en échange d'un robot ou d'un IA en échange d'une rétribution. Ben oui, tout à fait. Donc, et là, quand on sera rendu avec des robots, des automobiles autonomes qui sont déjà parmi nous en partie, spécialement dans les pays où il y a moins de neige qu'ici, mais
Mais là, il y aura peut-être des agents qui pourront mandater des autos autonomes et des robots pour pour agir dans l'environnement. C'est le but d'un agent. Agent, ça vient de agir. Donc, oui, les robots risquent d'arriver. Si cette année 2026, j'ai parlé que c'était l'année spécialement de l'IA agentique, ben, les robots, je pense que c'est une question de temps. Ils commencent à en avoir, sont de plus en plus accessibles. Moi, pour mes recherches, j'ai un beau petit chien qui peut monter, descendre les marches, marcher sur ses pattes d'en avant, ses 2 pattes d'en arrière. Et donc, c'est un modèle chinois là, qui s'appelle GoTo de Unitree. Donc, j'ai 2 étudiants qui travaillent à implanter des agents dans ce robot-là. Donc, la robotique, certainement une vague qui, on peut dire, là, même si ce qui est dans le futur, on n'est pas parfaitement certain, mais cette vague-là est quand même... on a quand même un très, très bon niveau de certitude qu'on va l'avoir, la vague, dans les prochaines années, là, 2027, 2028, 2029. Là, je pense qu'on risque de croiser des robots peut-être même à l'épicerie. Là, mais l'iceberg se pointe parce que ça fait déjà quelques années, il y a des robots autonomes. Je sais qu'il y a un restaurant de sushi à Trois-Rivières. Oui. Là, tu peux te faire servir ton... Ouais. C'est sûr que le niveau d'intelligence du robot est quand même pas énorme. Limité, là, mais le concept est là. Le robot t'amène ta commande à la table, tu prends ta commande. Mais ça, c'est plus comme un AGV, là, dans le sens, c'est plus comme il connaît son chemin, puis il se fait donner le numéro de la table, puis il va déposer, puis il sait sur quel plateau, mais il n'y a pas d'intelligence, lui, là. Non, il n'y a pas d'intelligence. Mais ça pourrait, Avec les grands modèles de langage, avec les agents, en fait, là, il y aura justement ces robots-là qui vont servir des sushis ou peu importe. S'il y a un modèle de langage développé à l'intérieur pour prendre ses décisions, etc., avoir une conversation, là, on vient de changer de gamme. Oui, on vient de changer de gamme, là. Tout à fait, tout à fait. Puis tu parlais du film Elle, là, puis il y a eu un article la semaine passée dans la presse qui parlait d'un homme qui est tombé en amour avec une intelligence artificielle. Fait qu'on ça commence à se pointer à l'horizon. On parle de futur puis de science-fiction, là, mais on y est presque déjà. Là. Tout à fait, tout à fait. Et dans ce fameux film-là, je ne veux pas vendre de punch, mais on parle de Rent a Human, où je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une scène où justement, qui est tout à fait incroyable, où il y a une humaine qui prête son corps à une IA pour permettre un échange, disons. Hey, c'est trop loin, je me rappelle pas de cette partie. Moi, je vais mettre ça sur ma liste parce que j'ai pas vu ce film, mais ça m'intrigue. Ouais. Mais, OK. Fait qu'on est honnête, on se met pas la tête dans le sable. Ouais. Ça va bouger vite. Oui. Les robots vont faire partie de notre quotidien dans les prochaines années. Ouais. Mais ceci étant dit, comment on s'adapte à cette croissance-là? Comment on contrôle cette croissance-là? Ouais. Comment, à titre d'humain, je me laisse pas effrayer, mais je reste vigilant, mais j'embarque dans le bateau. Tu sais, c'est comme... Ben oui, tout a été résumé. C'est très, très, très bon résumé. En fait, l'idée, comment on fait, ben oui, c'est de s'informer beaucoup, puis d'essayer de mettre des ressources là-dessus. Par exemple, de mon côté, j'ai en co-direction un étudiant en philosophie qui fait éthique de l'IA. Donc, je suis son co-directeur et donc avec une autre professeure de l'UQTR. Et donc, on essaye de mettre des ressources et on essaye pour chacun de nos travaux, de faire réfléchir cet étudiant-là en philosophie pour essayer d'évaluer l'impact. Ouais. Et je pense qu'il y a un travail, on parle des métiers puis du futur, mais je pense que des éthiciens pour l'éthique de l'IA, il y a certainement un marché, là, en fait, une place pour eux dans le futur. Absolument. Et sinon, que dire? On peut dire, en fait, qu'on appelle le phénomène où l'intelligence artificielle croît de façon exponentielle. Et là, un des sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générale. Ouais. Donc, la journée où ça arrive, ça a un nom, c'est ce phénomène-là. Donc, l'intelligence artificielle générale, on parle d'une intelligence de niveau humaine. Okay. Et ça, quand ça va arriver, parce qu'on n'est pas là, même si l'intelligence artificielle dépasse l'humain dans plusieurs domaines,
mais le spectre n'est pas encore assez large. L'IA ne nous dépasse pas dans tout. Donc, il reste donc en profondeur, l'IA nous dépasse en plusieurs points. Par exemple, depuis longtemps, depuis les années fin 90, je crois, l'IA nous bat notre champion aux échecs. Donc, ça, c'est réglé. Mais il y a encore une vaste gamme de choses que l'humain peut faire lui seul et pas l'IA. Mais au fur et à mesure que le spectre, non pas s'approfondit, mais s'élargit, donc en nombre de choses à faire, bien, l'IA vient rejoindre les capacités humaines. Et quand l'IA aura atteint un spectre aussi large, on va parler d'intelligence artificielle générale. Et ce phénomène-là a un nom qui a été proposé par, je crois, c'était-tu Ray Kurzweil, en tout cas un scientifique, et ça s'appelle la singularité technologique. Donc, une singularité, c'est quoi? Si on regarde en astronomie, par exemple, une singularité, on va dire un trou noir, c'est une singularité. Donc, c'est un phénomène qu'on ne comprend pas vraiment, qu'on dit, ouais, c'est très, très loin, très, très difficile à étudier. Et de ce qu'on en comprend, c'est que le trou noir, en son centre, la gravité est infinie. Donc, pour un mathématicien, l'infini, il n'y a aucun problème. Mais pour un physicien, ça pose c'est un sacré casse-tête de dire, OK, comment on explique une gravité infinie? Donc, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et donc c'est difficile à étudier. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là? Mais la singularité technologique, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un point qui pourrait s'étudier, mais comme on n'a aucun précédent, on ne peut pas l'étudier. Donc, on peut au mieux l'anticiper en étant au fait de la situation, en se roulant des scénarios, puis donc en publiant des études, ou à tout le moins ce qu'on appelle des positional papers, là, en disant on va essayer d'anticiper comment ça peut se passer, puis des papiers sur l'éthique, des réflexions, que ça. On ne peut pas observer des résultats à ce jour. Donc, on en est là. Et d'ailleurs, peut-être premier concept, c'est l'intelligence artificielle générale, donc atteindre le niveau humain. Et on pense que, puis là, c'est hypothétique parce que l'intelligence artificielle, elle n'existe pas encore. Peut-être qu'elle n'existera jamais. Peut-être qu'elle va exister en 2027, 2028, 2029. Il est question que, en tout cas, il y a des gens qui anticipent que ça pourrait être relativement bientôt, mais on ne le sait pas. Et quand l'intelligence artificielle sera là, si elle est là un jour, on peut penser que pas longtemps après, elle soit capable de s'améliorer et d'aller au-delà et donc de surpasser les capacités humaines. Et le phénomène s'appelle la super-intelligence. OK, fait que là, juste si moi, je résume dans ma tête. Oui. En ce moment, on a l'intelligence artificielle X, traditionnelle, générative, agentique. Oui. On vise qu'on va se rendre à une intelligence artificielle générale qui donc va égaliser les capacités de l'humain sur tout le spectre. Ouais. Fait que là, ça veut dire que c'est sûr qu'au niveau robotique, ça va avoir apparu avant, parce que sinon, le côté physique de l'humain ne sera jamais comme en fait, c'est pas nécessairement lié avec l'aspect robotique. Oui, on parle que de l'intelligence, mais c'est certain que... C'est pas les capacités, mettons, que l'humain est capable de sortir de chez eux et pelleter son entrée, mettons. Pas automatiquement, mais c'est sûr que la journée où on a de l'intelligence générale, artificielle générale, c'est sûr que les robots vont être beaucoup plus performants, parce qu'il y a des trucs physiques, que, par exemple, je sais pas moi, avoir l'intuition, si je lance une balle, l'humain va être capable d'évaluer à peu près sa trajectoire. À la base, le robot n'est pas supposé de faire, mais de plus en plus, il est capable. Et de faire des espèces de déductions sur le monde physique, que les robots ont encore de la difficulté, mais que ça s'en vient. Par exemple, si j'ai une table avec une souris, je regarde la table qui est là, il y a une souris dessus. Si je tire sur la table, la souris va se rapprocher. Okay? Mais ça, à la base, un IA, on dit, là, si je tire sur la table, c'est la table qui s'approche, mais pas la souris. Puisque la souris est déposée sur la table, elle va s'approcher aussi. Donc, des espèces d'intuitions comme ça que l'humain a acquis, mais que pas nécessairement la robotique. Mais au niveau d'intelligence générale, il y aurait aussi ces intuitions-là qui nous accoteraient. Puis là, le super intelligence artificielle serait, il dépasse nos capacités. Dépasser, puis en fait, par une certaine magnitude, là, ça peut être un
1.5 ou doubler ou tripler. En fait, ou ça va décupler. toujours augmenter parce que lui va toujours être en mode d'amélioration. Ben, c'est ça l'intuition, en fait. C'est ce qu'on suppose. Mais il n'y a rien, comme ça ne s'est jamais vu, ça se peut que ça plafonne. Peut-être que l'intelligence artificielle la plus performante qui existera jamais, c'est celle d'aujourd'hui même. On ne le sait pas. Ouais, Le reste, les ça autres relève seront du pas viables futur. dans le temps, tu sais. C'est ça. Il y a d'autres. Bon, là, il y a des sources d'intelligence artificielle générale. Je dirais qu'une qui est anticipée en ce moment, c'est justement les grands modèles de langage, puis donc le mettre à l'échelle, doubler, tripler la taille, et ainsi de suite. Mais il y a aussi des scientifiques qui disent non, ça ne sera jamais performant plus que ça l'est. On pense à Yann Lequin en passant, là, qui est je pense qu'il a quitté Facebook dernièrement, mais c'était l'ingénieur IA de Facebook, donc très, très bon, un informaticien français. Et donc, lui, il mise sur complètement une autre technologie que celle-là, avec son propre modèle. Mais de son côté, en fait, il n'est pas si loin, il n'est pas si près que ça d'avoir développé une IA générale. Et donc, est-ce que les grands modèles de langage vont être la source de cette intelligence-là? C'est encore difficile à dire. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais si c'était... Puis là, j'extrapole dans ma compréhension, mais si les AI générales basent sur les langages les LLM, mais que les LLM basent sur nos données, bien, ils vont tout le temps rouler avec nos données. Ils n'extrapoleront jamais autre que les données qu'on leur a déjà fournies, là, même si c'est des tonnes et des tonnes de données. Là. Ça, c'est un principe de l'apprentissage automatique à la base. C'est que l'apprentissage automatique n'apprend pas par lui-même. Non, c'est ça. C'est-à-dire, on lui donne des données, on l'entraîne là-dessus, puis quand on a fini de l'entraîner, là, on ferme le fichier, et donc ça demeure la version et il ne s'améliore plus. OK? Ça, c'est un principe qui est vrai jusqu'à aujourd'hui. Par contre, évidemment qu'il y a de la recherche là-dessus. Donc, le nom, je pense qu'en fait, on peut parler des IA qui apprennent de façon récursive. Donc, qui continuent à apprendre au fur et à mesure qu'ils sont testés. Et donc, ils peuvent aller chercher l'information qu'ils ont besoin pour incrémenter leur apprentissage, pour augmenter leur apprentissage. Et là, ça, la journée, en fait, s'il y a un papier scientifique qu'il faut surveiller, qui peut mener à l'intelligence artificielle générale et éventuellement la superintelligence, c'est celui-là. Donc, la journée où il y a un groupe de chercheurs ou un chercheur qui publie le papier ou ce qu'on appelle l'apprentissage récursif, donc qui continue, c'est une amélioration continue. Là, on pourrait dire que là, on s'approche beaucoup de l'intelligence artificielle. Parce que là, on ne serait pas encore là, parce que même mon LLM, il y a un modèle il s'améliore par rapport à moi, parce qu'il s'adapte à ce que je lui dis, puis à mes informations, puis à comment je veux qu'il traite l'information. Oui. Mais c'est tout à moi qui l'a feedé. Oui, c'est ça, exact. Donc, son réseau de neurones ne va pas se modifier. C'est tout simplement l'information qui est dans la cache qui va dire tiens compte des dernières conversations. Ce n'est pas vraiment une forme d'apprentissage, mais pas au sens pur de l'apprentissage automatique. C'est plus une forme de mémoire que d'apprentissage. Oui, exact. Puis peut-être plus champ gauche, parce que quand on parle d'intelligence, là, on parle de raisonnement, on parle de logique, on parle de réflexion, de raison. Mais mettons que je veux apprécier de la musique, il faut que tu aies la capacité de ressentir. Oui. C'est-tu quelque chose qui est envisagé? C'est-tu quelque chose qui doit être inclus? Dans le film d'Hollywood, il pleure à la fin, le robot. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'est-ce que c'est quelque chose qui va être implémenté ou qui devrait être implémenté dans l'intelligence générale? Mon avis, c'est non, jamais, jamais. Oui, neutre, puis surtout, en fait, l'idée, c'est la capacité de ressentir est très, très humaine. Puis jusqu'à nouvel ordre, la conscience aussi. Parce que là, on parle d'intelligence, puis là, on commence à ne pas avoir de doute que l'intelligence artificielle est quand même intelligente. Si on lui pose une question, il va y avoir un raisonnement derrière ça. Puis là, je dis raisonnement, il pourrait y avoir des philosophes qui disent « Ah oui, mais non, techniquement », puis là, il y a des grands débats là-dessus. Mais il reste que il y a quand même une source. L'IA est une source d'intelligence qu'on commence à ne plus douter. Là. Simplement d'avoir une conversation de haut niveau, il faut être intelligent pour ça. Oui. Créativité, etc., créer un logo, une photo, etc. Donc, il y a une source d'intelligence. Maintenant, les deux autres aspects qui sont jusqu'à nouvel ordre réservés à l'humain, c'est la conscience
et la sentience. La sentience, c'est la capacité de ressentir des émotions. Et là, l'idée, à la limite, une conscience, si une conscience n'est pas sentiente, c'est-à-dire qu'il ne ressent rien, en fait, l'affaire, c'est que c'est tellement difficile à évaluer. En fait, même d'un point de vue philosophique, on n'est même pas sûr pourquoi l'humain est conscient. Techniquement, on ne peut même pas prouver que les autres humains, autres nous, sont conscients. Ouais. Parce que, bon, il y a Descartes qui nous a dit « je pense, donc je suis ». Donc là, nous, on est sûr parce qu'on réalise notre expérience, mais on sait qu'on est conscient. Puis encore, il y en a qui en doutent, parce qu'il y a un pan de la philosophie qui doute même de la conscience humaine. Mais bon, si on prend pour acquis que l'humain est conscient, l'IA pourrait... En fait, l'IA a l'air conscient en ce moment. Elle a l'air consciente. C'est ce qu'on appelle aussi en philosophie un zombie philosophique. C'est-à-dire une entité qui nous paraît conscient sans l'être. OK. Okay? Le terme, c'est le zombie philosophique. Donc, on pourrait dire que c'est des zombies philosophiques. Mais l'affaire, c'est qu'on ne peut même pas dire de façon certaine que l'IA n'est pas consciente parce qu'on ne comprend même pas les rouages de notre propre conscience. Disons que pour être prudent, on va dire qu'on ne pense pas que l'IA est consciente du tout, du tout. Il n'y a pas de raison de croire que l'IA est consciente et qu'elle va peut-être l'être un jour. Il va falloir peut-être commencer par comprendre pourquoi l'humain est conscient avant de penser qu'on pourrait faire un robot conscient. Ouais. Mais selon la physique et la philosophie, rien pourrait... En fait, techniquement, on pourrait toujours en créer, mais la journée où si on prend pour acquis que l'humain est une collection d'atomes biologiques, bien pourquoi que si on est fonctionnaliste, la machine avec un amas d'atomes de silicium et pourrait peut-être pas être consciente aussi. C'est un grand débat. On appelle ça, en philosophie, le problème difficile de la conscience, le hard problem of consciousness. Bon, mais ça, c'est une chose. Là, on est peut-être moins terre à terre que dans vos autres podcasts. Mais non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais surtout, là, la deuxième partie, c'est la sentience. Mais là, c'est comme la capacité de ressentir. Si on avait l'assurance que les robots, si on leur implémente ça, cette capacité-là, ressentent du bien, puis ceux qui sont heureux, bien, OK, good. Mais l'affaire, c'est que ce qu'on veut minimiser dans l'univers, c'est la souffrance. Bien, c'est la souffrance, puis j'allais dire l'impulsivité des émotions, là, dans le sens... Aussi, exactement. On s'entend que les humains, on sent le bonheur, on sent la colère, on sent la tristesse, on sent plein d'affaires. Mais c'est souvent les émotions qui gèrent une action impulsive ou une guerre ou ainsi. Fait que là, si en plus... Oui, un ego ou... Fait que là, si en plus, mon intelligence artificielle qui est devenue générale peut sentir, puis là, se braquer, puis là, finalement, s'incrémenter, puis là, t'es comme... Jamais on va... Là, je vais à l'extrême, mais jamais on va gagner contre eux. Là, c'est comme... C'est une partie qui est impossible à gagner. Ben, ça devient beaucoup plus compliqué parce que l'humain est peut-être sentient, puis ça fait notre beauté, mais c'est au prix d'une partie de notre rationalité. Mais oui, aussi. tout à fait. Là. On est moins rationnel à cause de ça. Mais tu sais, je m'imagine déjà demander à ChatGPT, est-ce que tu pourrais me faire une recherche quelconque, puis qu'il me répond, donne pas. Oui. Je suis fatiguée. Tu me poses tout le temps des questions. Tu me demandes pas comment je vais. Non, mais OK, on dérape. Fait que là, je vois le temps filer, puis je veux être sûre qu'on ait le temps de vraiment faire un loop sur ce sujet-là. On parle que la croissance, ça va vite, ça va bouger vite, ça va tendre vers une intelligence artificielle générale. Tu as dit qu'il manquait quelque chose là, pour que ça débloque, mais qu'il y a beaucoup de recherches qui vont tendre dans cette direction-là parce que c'est le futur de l'intelligence artificielle. Dans l'épisode 2 avec toi, on a parlé aussi de tout ce qui était l'éthique, la conscience sociale, etc., pour comme, donner un cadre à cet outil-là puis à cette intelligence-là pour justement qu'elle se conforme à notre société et qu'elle ne déraille pas avec sa créativité d'action là, quand même. Mais maintenant qu'on a couvert quand même beaucoup de sujets, qu'on a parlé un peu, qu'on a distingué beaucoup d'informations, qu'on sait qu'il faut garder les yeux ouverts parce que ça s'en vient, ça ne sert à rien de se mettre la tête dans le sable. On est mieux de consciemment savoir que ça s'en vient, s'y préparer, puis comme
C'est possible, en tout cas. Ça. On sait que ça s'en vient d'une... Oui, on se doute que ça va continuer à s'améliorer, à augmenter les capacités. Pour ce qui est des sujets aujourd'hui, outre la robotique, là, c'est quand même pas mal acquis. L'intelligence artificielle générale et la superintelligence sont toujours hypothétiques. Oui, c'est hypothétique. Mais on peut commencer, c'est tellement majeur si ça se concrétise qu'il faut quand même commencer à en parler. C'est ça. C'est ça. Ouais. J'aimerais ça prendre un petit quelques minutes là, juste pour faire un résumé ou je vais dire, c'est quoi le mot en français, mais un overview de nos discussions avec toi dans les 3 derniers épisodes. Qu'est-ce qui nous a le plus marqué de nos échanges? T'sais? Qu'est-ce que, dans ton discours, tu espères que nos auditeurs ont retenu, que ça peut les aider à aller de l'avant ou ça peut aussi leur allumer une lumière de dire « peut-être que j'ai des choses à comprendre avant d'aller de l'avant. » Qu'est-ce qui devrait avoir marqué nos auditeurs de nos discours qu'on a eus dans les 3 derniers épisodes? Ben, je pense que c'est l'important. C'est important d'être sensible à l'IA et les phénomènes que ça génère. C'est-à-dire que c'est bien, tu sais, comme prof à l'UQTR, je n'ai rien à vendre. Je n'ai pas un produit. Je dis, hey, je veux notre entreprise, on va vous vendre ça, tout ça. Donc, ça me permet d'être un peu, bien sûr, avouer qu'il y a une multitude de belles choses qui arrivent avec l'IA, qui arrivent déjà, qui vont arriver. Mais j'incite quand même à une certaine prudence dans le développement pour être sûr que l'IA demeure au centre, que l'humain demeure au centre des préoccupations, que l'IA demeure en périphérie. Oui. Donc, oui, il faut être sensible à ça. Il faut que nos décideurs soient sensibles à tout ça. Informer, il faut s'informer, exactement. Oui. Exactement. Toi, Jonathan, qu'est-ce qui t'a marqué le plus de notre échange? Moi, c'est à quel point ce qui était autrefois de la science-fiction, aujourd'hui de la réalité. Tu sais, on voyait un paquet de choses. On parle de robotique, de robots intelligents, on y est presque. Là. Fait que ce qu'on voyait ce que moi je voyais dans des films, dans ma jeunesse, ça s'est matérialisé. Puis là, on est rendu au stade où on a parlé de Rent a Human, là, où si on ne fait pas attention, l'humain va être au service de l'intelligence artificielle, là, parce qu'il y a un peu de ça c'est fou. On flirte avec ça. Oui, on flirte avec ça. Fait que, il faut vraiment être conscient de tout ça, puis faire attention. Faut se questionner puis faire attention parce que ça peut déraper. Oui. Certains pourraient dire, il y en a, puis je comprends le point de vue, il y en a qui disent, faut arrêter les développements. Je pense qu'il faut continuer, puis spécialement dans le milieu universitaire, il faut continuer les développements, mais spécialement sur l'éthique, sur les garde-fous, etc., parce qu'il y a des entreprises, eux, qui vont... c'est comme développe. C'est dans leur nature de développer puis d'essayer d'enlever les barrières plutôt que de s'en mettre pour être sûr c'est ça. Donc, il faut qu'ils soient productifs, c'est dans leur nature, sinon ils ferment. C'est pas compliqué. Mais c'est ça. De mon point de vue, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est justement cet appel à l'action. Mais à l'action au niveau, plus au niveau de la vigilance, de me dire, ça s'en vient, c'est des bons outils, ils continuent de s'améliorer, il y a plein de potentiel, mais reste informé, reste au courant de ce qui s'en vient, puis garde tout le temps, au fond de toi, un aspect de vigilance par rapport à tout ça pour être sûr que tu ne downloades pas un logiciel que tu ne connais pas sur ton ordinateur, que tu ne donnes pas de l'information à un agent qui n'a pas de barrière de sécurité. Je pense que c'est ça, moi, j'ai retenu parce que j'ai commencé cette conversation-là en étant un peu stressée, mais excitée, juste parce que l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose que je me suis posé encore beaucoup la question. J'utilise les modèles de langage là, comme toute personne qui veut poser une question rapidement et avoir une réponse rapidement, là. Mais je me suis jamais posé plus de questions que ça, juste par principe que je n'étais pas rendue là dans ma réflexion technologique. Mais c'est ça, le point qui m'a marqué, c'est ça va bouger vite, mais de rester vigilant et au courant sans se mettre la tête dans le sable, c'est peut-être la bonne
façon d'approcher la situation. Exact. Et pour ceux qui veulent approfondir un petit peu cette question-là, même beaucoup, là, j'ai une publication scientifique de l'été dernier qui est accessible à tous d'ailleurs, qui a été publiée dans la revue scientifique AI and Ethics de Springer, et qui s'appelle The Ethics of Creating Artificial Super Intelligence, Global Risk Perspective. Donc, et mes co-auteurs sont Robert Lamontagne, donc le fameux astrophysicien québécois, donc, qui était directeur de l'Observatoire du Mont-Mégantic, qui a validé là, l'aspect, justement, là, impact planétaire, etc. Et aussi mon collègue à l'UQTR, Pierre-Olivier Parisé, qui est mathématicien. Parce qu'on a des équations là-dedans pour essayer d'évaluer les risques et tout ça. Mais en gros, la majeure partie de la publication, qui se lit quand même, je ne dirais pas que c'est très, très digeste, mais ça se lit quand même par le commun des mortels, là. C'est vraiment de regarder point par point les risques planétaires ou des espèces de menaces qui n'ont rien à voir avec l'IA, dans lesquelles l'humain s'est empêtré un petit peu, c'est-à-dire que, les changements climatiques. Possibilité de crise sanitaire, par exemple. On a connu la COVID il y a quelques années. Donc, les crises géopolitiques, etc. Et puis, pour chacun des points, ce qui est présenté, c'est voici la menace, voici comment l'IA pourrait aider. C'est ça, voilà. Comment l'IA pourrait aider à se sortir de ces pétrins-là s'il arrive, par exemple, une rupture de stock en économie, puis que là, il y a un pays qui n'a plus accès à la nourriture, etc. Ce qui est analysé aussi, c'est les terres rares aussi, qui est quand même un problème. Donc, ce n'est pas tous les pays qui ont accès à toutes les ressources. Donc, ça va créer des guerres. On l'a vu un petit peu récemment avec les menaces qu'ils ont eues pour certains territoires, Groenland en particulier. Donc, l'étude fait une espèce de tour de table sur tous les risques, les menaces, les opportunités de l'IA, mais spécialement par rapport aux risques planétaires. Donc, ce n'est pas vraiment axé day-to-day dans une entreprise, mais c'est plus comme humanité, comment ça peut, comment l'IA peut nuire, mais comment elle peut aider aussi, puis comment on se fait une tête sur analyse de tout ça, avec un résumé de l'impact. On pourra mettre ton article dans notre description sur notre chaîne YouTube. Absolument. On approche la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin à partager? Je vais prendre le silence comme... Vas-y. Je te laisse le mot de la fin s'il y en a un. Je pourrais faire une blague en disant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où est Sarah Connor? Non. Je pense que Marie n'a pas la référence. Référence à le fameux Terminator, mais non, c'est une blague. Même si je le savais, je ne vous le dirais pas. Sur ça veut dire que je te dis on te dit un énorme merci, Jean-Sébastien, pour ton temps, pour ton savoir, pour ton partage. C'était très enrichissant. Auditeurs qui nous écoutent, n'oubliez pas que nous avons eu 3 épisodes avec Jean-Sébastien en parlant at large, vraiment en globalité de l'intelligence artificielle. On dit un énorme merci, c'était très enrichissant. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Puis on n'oublie pas, pour ceux qui nous écoutent, de vous abonner à notre chaîne sur LinkedIn, sur YouTube ou sur Spotify. Et on vous dit à bientôt.